Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va discuter du passage au POS, donc au Proof of Stake d'Ethereum, qui induit toutes sortes de nouvelles choses, dont la centralisation. Et donc c'est ce dont j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui, et donc je vais vous montrer diverses choses, divers éléments, et après libre à vous de vous faire votre propre idée sur la chose. Voilà. Mais c'est clair qu'actuellement on assiste à une grande transformation dans le monde des crypto-monnaies. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup. Tout commence avec une histoire avec Tornado Cash, où les services US ont décidé de faire fermer le service. Et donc ils sont allés même jusqu'à arrêter un des développeurs de Tornado Cash. Hein. Le gars, il s'est fait choper, il est en taule, hein, et il a été arrêté aux Pays-Bas. Voilà. Donc c'est étrange parce qu'on voit des gars comme par exemple le mec du Luna là, qui a fait perdre des milliards à plein de gens, et lui il est en liberté, et ce type-là, lui il est en prison, quoi. Bon. Et étrangement, le code source de Tornado Cash, qui était donc sur GitHub, je rappelle, est détenu par Microsoft, hein, a disparu. Il a disparu et donc on le trouve plus. Donc les gens qui auraient voulu lancer un service similaire à Tornado Cash, bah, pour le coup, ils peuvent pas, à moins qu'ils aient des backups du code ailleurs, quoi. Voilà. Donc l'histoire, elle commence comme ça. Et puis, comme vous le savez, avec The Merge, il va y avoir le passage au Proof of Stake, hein. Or, il y a toute une polémique sur le Proof of Stake, parce que y en a beaucoup qui disent que le réseau va être centralisé. Et puis, on commence à voir des États, carrément des États, quoi, qui décident de vouloir avoir leur propre node. Pourquoi un État irait créer son propre node? Hein, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, pour revenir au tout début de l'histoire sur les nodes, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut un minimum de 32 ETH quand même, hein, donc ça fait pas loin de 60 et quelques mille euros actuellement, hein. Mais il y a des moments où ça peut faire beaucoup plus. Une connexion Internet, sachant que la connexion Internet, elle doit être quand même relativement rapide, hein. Vous pouvez pas installer ça sur de la DSL chez vous, quoi. C'est pas possible. Et un minimum au niveau du matos, quoi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez pas installer un node comme ça chez vous. Parce que vous mettez vos 32 ETH, vous mettez vos 60 000 balles dessus, quoi. Donc si le truc crame, s'il s'arrête, s'il y a un problème ou je sais pas quoi sur votre node, vous perdez vos sous, quoi. Donc c'est très difficile, quoi, quelque part, quoi. Et en plus, vous pouvez avoir des pénalités. Donc si par exemple votre node il est coupé pendant un certain temps, vous aurez des pénalités. Vous allez perdre des ETH, quoi, hein. C'est des pénalités directes au portefeuille, hein. Et s'il n'a pas les mêmes performances, ou s'il n'est pas assez puissant par rapport aux autres nodes, ou que vous êtes offline un peu trop longtemps, vous voyez, vous pouvez perdre jusqu'à 60% de vos ETH en 18 jours. Donc voilà, c'est très punitif comme système. Et ça fait que les gens ne veulent pas... personne ne veut héberger un node chez soi, quoi. Ce serait complètement aberrant, quoi. Donc ils ont mis en place un système qui fait qu'on est obligé, quelque part, d'aller héberger son node dans des services spécialisés. Alors le plus connu, c'est Lido. Donc vous voyez, où il y a 4 millions de TH stackés dessus, avec un taux de rendement de 4% à peu près, quoi. Donc vous voyez, héberger ça chez soi pour gagner 4%, ça vaut pas vraiment le coup, quoi. Enfin, je pense pas que ça je pense pas que ça vaille le coup. Et c'est extrêmement dangereux, du coup. Donc voilà, comme on peut le voir, tout est mis en place pour que ce soit difficile, très difficile même, d'héberger un node chez soi. Donc qu'est-ce qui se passe pour le coup? Il se passe que, alors je vais vous retrouver le truc, il se passe que il y a que quelques services finalement qui permettent d'héberger des nodes, hein, des services qui sont de cloud computing, c'est-à-dire qu'en gros c'est des services dans le nuage, quoi, hein, où il y a des machines virtuelles qui sont répliquées X fois, donc elles ne peuvent pas tomber, etc. etc. Et donc tout ça c'est concentré par des grands acteurs, hein, qui détiennent plus de 66%, plus de 80% des nodes.
85% des nodes sont détenus par ces grands services d'infrastructure réseau, quoi, et système, hein. Voilà. Et donc, pour le coup, dans ces 85%, il y en a 66% qui sont des validateurs, donc c'est eux qui permettent de valider les transactions, qui sont des validateurs qui adhèrent à l'OFAC, donc qui est une organisation, un organisme américain qui permet de réguler les échanges les échanges de crypto-monnaies et d'autres, hein. Voilà, donc dans ces grands acteurs, on a Lido, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a Coinbase, il y a Kraken, il y a Stackdust, je ne connais pas trop celui-là, et Bitcoin Suisse AG. Voilà. Et donc ces gens-là, bah, ils possèdent 66%. Donc comme ils adhèrent à ça, là, à ce système pas de censure, quoi, mais disons que c'est ce à quoi ça va aboutir. Si, par exemple, l'OFAC décide de censurer telle ou telle adresse, comme il y a une majorité des nodes qui adhèrent à l'OFAC, bah, ils vont la censurer, quoi. Voilà. Donc, pour le coup, Vitalik, il dit qu'il ne faut pas catastrophiser sur tout ça, que voilà, de toute façon, ça va se régler, qu'ils vont mettre en place un système au niveau du protocole même qui va permettre de rendre la censure pas possible. Donc ça, c'est ce que lui il dit. C'est ce que lui il dit qu'il voudrait faire ça, mais quand, hein, parce que The Merge, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que, bah, au final, on se retrouve face à un réseau qui est centralisé de fait, hein, et qui est sensible à la censure, quoi. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, par exemple, si l'OFAC décide qu'une partie des adresses en France, par exemple, ou qui ont été référencées sur Binance, bah, doivent être coupées, hop, il les coupe. Ou alors quelqu'un qui a une adresse qui est bloquée, un autre cas de figure, hein, quelqu'un qui a une adresse qui est bloquée, il envoie une transaction à quelqu'un qui a une adresse qui n'est pas bloquée, et ben celui qui reçoit la transaction, même si c'est de 0,01 ETH, il risque de se faire bloquer son adresse, quoi. Donc vous voyez, et ça c'est parce que ça serait un truc entièrement automatique au niveau du protocole. Donc c'est quelque chose qui est quelque part qui est terrible, quoi. Et c'est pas du tout le monde des crypto-monnaies, c'est pas ça, quoi. Hein, faut pas oublier que le monde des crypto-monnaies, il est né suite à la grande crise financière de 2008, hein, où il y avait le besoin d'avoir un autre système financier et une autre monnaie. Donc c'est comme ça qu'est né le Hashcash et puis le Bitcoin derrière, quoi. Voilà. Et donc, il y en a qui disent effectivement que une seule adresse qui est blacklistée, bah, il pourrait bloquer plein d'autres adresses. Donc, c'est une très mauvaise idée. Et donc, ça, c'est ce qu'ils veulent faire pour lutter contre le truc, quoi. Voilà. Et ensuite, Vitalik, il dit qu'il pourrait faire en sorte de burn les tokens, de brûler les tokens de ceux qui appliqueraient une censure. Je veux dire, ça reste très aléatoire, quoi. Enfin, voilà, on sent bien que dans ce qui est en train de se passer, et que c'est le problème du Proof of Stake, hein, et de la façon dont il a été... Le Proof of Stake en lui-même, c'est une bonne... c'est bien, hein, mais la façon dont il a été implémenté sur Ethereum, alors on se rend compte que, voilà, là, on s'en approche beaucoup, et on commence à voir toutes sortes d'articles et de choses là-dessus, et d'actions, hein, puisque il y a des gens qui vont en prison, et ben voilà, on se rend compte que bah, de fait, c'est quelque chose qui est centralisé, malheureusement, quoi. Alors on verra dans l'avenir ce que ça donnera, mais est-ce que les investisseurs vont avoir envie d'investir dans le réseau Ethereum? Est-ce que le fait que les régulateurs aient le contrôle du réseau Ethereum, c'est une bonne chose? Je ne sais pas. À savoir que la blockchain, c'est quand même quelque chose qui est normalement transparent. Il n'y a pas d'anonymat sur la blockchain. Normalement, hein, bon, sauf avec des services comme des mixeurs, hein, comme Tornado Cash. Mais voilà, normalement, il n'y a pas véritablement d'anonymat. On peut suivre les transactions de tout le monde et savoir qui a quoi. À partir du moment où on peut relier une identité à une adresse, on peut suivre le chemin du truc et voir un peu tout ce qui s'est passé, quoi. Hein. Donc Vitalik, vous voyez, il essaie de lutter. Alors est-ce que c'est du cinéma ou pas, tout ça, on n'en sait rien. Parce qu'il dit qu'il souhaite. Il dit pas qu'il va faire.
Il souhaite brûler les Ethers des validateurs se pliant aux exigences des régulateurs. Donc il souhaite faire ça. Est-ce qu'il va le faire? Bof, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien, et surtout combien de temps ça pourrait prendre, quoi. Hein. Donc voilà, il y a des grandes suspicions qui pèsent sur le réseau Ethereum. Alors est-ce qu'on assiste à la fin du réseau Ethereum, ou est-ce qu'on assiste à une transformation du monde des crypto-monnaies par le biais du réseau Ethereum? Sachant qu'il y a des milliers de crypto-monnaies, ils pourront jamais tout contrôler. Le réseau Bitcoin, bah, malgré tout, tant qu'il y a des mineurs, ah bah, il est sécurisé. Là, on voit bien qu'au niveau du POS et d'Ethereum, c'est extrêmement politisé, en fait. Hein, c'est extrêmement politisé. Et penser que les crypto-monnaies, c'est pas quelque chose qui est politique, je pense que c'est une erreur. Les crypto-monnaies, il y a une véritable volonté politique derrière de liberté où on veut s'extraire un peu du monde financier tel qu'il a été créé au départ, quoi. Avec des monnaies qui sont libres et pour lesquelles les échanges sont libres. Hein. Voilà, bah, je voulais tirer un peu le warning et vous montrer un petit peu tout ça. Si vous avez encore des Ethers, moi personnellement j'ai largué les miens, j'en ai gardé un, histoire d'eux. Mais c'est tout. Et voilà, bah après, voilà, il existe toutes sortes d'autres crypto-monnaies hein, qui peuvent être très intéressantes. Hein. Après, c'est à vous de faire vos recherches et de regarder ce qui peut vous plaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de tout ça. Et bah à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!